Bonjour. En même temps, tout est écrit dans le slide pour introduire. C'est l'avantage des slides, c'est que ça me diminue par 2 mon travail. Donc, je vais essayer de causer aujourd'hui de Domain-Driven Design en essayant pour une fois de parler d'une étude de cas. Parce que qui a entendu parler de Domain-Driven Design dans la salle? Qui sait de quoi ça parle? Voilà, déjà, normalement, beaucoup moins de mains. Parce que c'est un sujet qui, personnellement, je trouve est assez difficile à introduire, parce que comme tout sujet qui parle de design et de code, c'est très abstrait, parce qu'il y a autant de manières de l'utiliser et de l'implémenter qu'on a de projets différents. Donc là, je vais essayer d'utiliser ce qu'on a fait chez Sud-Ouest à travers le travail d'Arpinum pour voir un peu quelle est la démarche. Donc je vais montrer du code éventuellement, mais pas beaucoup. Donc si vous attendez à du code, voilà, le message est passé. Avant de rentrer dans le gras du sujet, il faut toujours faire le moment mon ego est surdimensionné. Donc je suis Jean-Baptiste Dussault. J'aime bien me définir en tant qu'extrême programmeur. Avant, j'étais chez Arpinum. Sondage ego. Qui sait ce qu'était Arpinum? Ah, quand même, réputé énorme. Mais maintenant, voilà, ma vie a changé pour le meilleur et pour le pire. Je bosse pour LGO Group. Et si jamais il vous prend l'idée un peu saugrenue de me suivre sur Twitter, ça... c'est mon magnifique nickname. Alors, comme je ne savais pas forcément à quoi m'attendre en termes de connaissance ou non-connaissance sur DDD, on va commencer... Ouais, on parle de DDD ici. On va commencer par une tentative de première introduction. Déjà, c'est un peu le test 101. Pourquoi est-ce que j'ai mis du Kandinsky au tableau? Ouais, voilà, parce que le livre de référence, le livre historique sur DDD, c'est ce qu'on appelle historiquement le Blue Book, parce qu'il est bleu avec un magnifique Kandinsky, enfin magnifique, c'est une question de point de vue, Kandinsky dessus. Je ne sais pas pourquoi c'est un Kandinsky, ça j'en sais rien, désolé, je ne vais pas révéler ça aujourd'hui. Quel est le but du Domain-Driven Design? Pour essayer de réintroduire un peu la chose, le sous-titre du bouquin, c'était, je ne vais pas le faire en anglais parce qu'il y a Sam dans la place, je vais plutôt dire, le but c'était d'essayer de tacler la complexité métier au cœur de l'application. Ça a l'air de rien cette phrase, mais ça veut dire que le but du Domain-Driven Design, c'est de dire, étant donné que ce que doit faire un logiciel, ce que doit faire une application, c'est résoudre un problème métier, et que finalement on est payé pour résoudre ce problème métier, ce serait peut-être une bonne idée d'arrêter de faire du code technique et de faire du code métier, d'essayer de mettre au cœur de l'application, si je suis le fil des dépendances, que j'arrive non pas à la base de données ou à un appel réseau, à quelque chose, mais que j'arrive au concept métier, à l'objet qui manipule le métier. Pour ce faire, DDD propose plusieurs outils et on va les découvrir au fur et à mesure, j'espère. Alors, pourquoi on pense que c'est important? Si des gens étaient ce matin à la presse d'Arnaud, il est probable que ce cadran vous dise quelque chose. Je ne lui ai pas du tout volé. Voilà. Pas du tout. Et je l'ai parfaitement bien cité sur cette diapo. Qui s'y était la presse ce matin d'Arnaud? Si tout le monde y était, je vais peut-être sauter la slide. Ah ben voilà, je vais la refaire pour ça. Mais je vais la faire avec mes mots, donc ce sera forcément mieux en fait. Effectivement, moi, en tout cas, personnellement, au début de carrière, quand j'ai commencé à coder, j'avais tendance à faire du spécifique technique. Ça veut dire quoi? C'est qu'on me dit « Ah, il faudrait résoudre tel ou tel problème, peu importe, choisissez. » Et comment je réalisais mon job? Et globalement, j'ouvrais un petit fichier qui finissait soit en .php, soit en .asp. Et mon but dans ce script-là, c'était d'essayer de dire « Bon, je vais bricoler un appel à une base de données, je vais bricoler, d'essayer d'afficher un formulaire. Pif, paf, pof, ça fait des chocs à pic et j'ai fait mon job. » Et la prochaine fois qu'on me demande de faire une fonctionnalité sur cette application, je vais faire quoi? Je vais créer un nouveau fichier.php, je vais faire à peu près la même chose. Quand on fait ça, on n'obtient pas une application. On obtient une collection, un ensemble de micro-mécanismes, de micro-scripts techniques qui éventuellement font quelque chose d'utile, mais on en sait finalement pas plus que ce cas. Et le gros problème surtout, c'est que cet ensemble de scripts, imaginez que ça grossisse, que ça grossisse, que ça grossisse. Imaginez, Pascal, c'est pour toi, que vous soyez e-commerçant et que vous vous rendiez compte que vous en soyez à plus de 15 000 sur notre petit script. La complexité de votre application s'effondre sur vous-même. Vous devenez incapable de faire avancer le bousin. Tu valides, c'est bon. Alors, l'idée suivante, parfois, c'est de dire on va migrer au générique technique. C'est-à-dire que cet ensemble de petits bouts de script, on se rend compte que globalement, ce qu'ils font, c'est toujours dire je vais aller mettre à jour une donnée quelque part, je vais la lire et je vais l'afficher. Et on n'a qu'à automatiser cette manière de faire. Et c'est comme ça qu'on obtient du générique technique. Vous n'avez toujours pas capturé l'essence du problème, vous avez toujours capturé l'essence de comment vous vouliez le faire. Dans le générique technique, vous allez trouver des frameworks plus ou moins à la mode, comme, et là je me fais plein d'amis, Rails.
J'essaie de voir qui est outré. Comme si on va du côté de PHP, Cake PHP, ce genre de choses, en fait, des frameworks génériques techniques qui ont capturé une manière technique de faire et qui vous disent faites-le comme ça. Et là encore, le problème, c'est que vous n'êtes toujours pas en train d'essayer de comprendre le problème métier. Vous êtes en train d'essayer de traduire le métier en un ensemble de mécanismes techniques. Vous avez un saut qui peut être encore plus catastrophique, c'est le saut au générique métier. C'est-à-dire de dire, bon, ben, pour essayer de faire du métier, on va acheter ou développer une solution générique métier. Là, je pense à des choses comme des ERP, je pense à des choses comme WordPress, comme les CMS en général. Je pense à des choses comme des outils de e-commerce tout fait, comme PrestaShop ou Commerce, sur cette idée de dire on va essayer de faire un gros framework métier et les gens n'auront plus qu'à le customiser et ce sera bien. La plupart du temps, ce qui se passe pour aller en version courte, c'est que vous n'allez pas le customiser. Vous allez essayer, bon gré mal gré, en souffrant plus ou moins, à dire bah, vu que cette brique générique métier dit de faire mon métier comme ça, je vais le faire comme ça. Et donc vous avez perdu toutes vos spécificités à vous, ce qui faisait que vous aviez un intérêt à exister par rapport à votre concurrence en fait. Vous n'avez aucune capacité de faire mieux que les autres puisque vous avez juste un logiciel générique. C'est pour ça que le sweet spot, théoriquement, quand on développe un logiciel dont on pense qu'on a besoin, dont on pense que le marché a besoin, on essaye de faire du spécifique métier. Parce que c'est là que vous avez votre valeur ajoutée. C'est là que normalement quelqu'un va préférer vous acheter plutôt qu'acheter un logiciel concurrent. Parce que vous êtes en train de faire quelque chose qui correspond vraiment à ce cas-là. Et c'est là que vous êtes capable de réagir au marché. Ah mon Dieu, la concurrence a lancé une meilleure fonctionnalité, je suis capable de la faire plus vite qu'eux. Ou alors, moi, je lance des fonctionnalités dont eux peuvent seulement rêver à essayer de juste manipuler des managers de... J'essaie de trouver des noms techniques à la Java. Des business product manager implementation, ce genre de choses, c'est difficile de faire apparaître du métier là-dedans. Ça va à peu près jusque-là? De toute façon, c'est qu'une Reddit. Vous êtes d'accord avec moi que c'était vachement mieux, comment je l'ai dit? Okay. Alors, maintenant, on va commencer un peu l'étude de cas en elle-même, parce que vous vous dites on en a un peu marre, mais c'était l'intro minimum à mes yeux pour parler de DDD. Alors, il est temps de dire un peu pour qui j'ai bossé, mais c'était annoncé, tout ça. Ça se passe chez Sud-Ouest. Alors, Sud-Ouest, effectivement, ça va s'appeler Sud-Ouest, ça a tendance à considérer que le Pays Basque n'existe pas, donc je m'en excuse. Même s'il y a la République des Pyrénées qui est possédée par le groupe Sud-Ouest, je ne sais pas. Quelqu'un lit la REP ici? Non, mais il y a une édition Sud-Ouest Pays Basque. Ouais, mais il y a 3 articles. Globalement, ça parle d'introduction de l'ours et de quelle école va enseigner le basque, non? Je vais faire vachement de potes aujourd'hui. Coupez cette caméra. Bon, voilà. Mais, non, parce qu'il y a vraiment des trolls internes chez Sud-Ouest sur cette question. Et en fait, comment ça a commencé cette mission? Déjà, j'aime bien, c'est que ça n'a pas commencé sur Sud-Ouest, faire un appel d'offres où ils ont spécifié un gros paquet de choses et qui va être le meilleur. Ça a commencé dans un resto et ça a suivi par un broad bag lunch chez eux, où vraiment la lettre de mission de Cédric, donc qui est toujours, je ne sais pas très bien donner son titre, stratégico DSI directeur de projet chez Sud-Ouest, enfin chez GSOI, qui est le groupe qui porte tout ça. Et voilà, vous voyez la mission, ne plus pousser le même Sud-Ouest à tous les lecteurs, mais un Sud-Ouest par lecteur. C'est beau. Cette mission, je l'aime bien. Pourquoi? Parce qu'elle ne spécifie pas de solution. Jamais. On vient de poser le problème. Voilà, c'est ça qu'on veut faire. Point. Le pourquoi cette mission, je vous le passe sous silence. Ça, c'était un peu le gros résumé. Enfin, vous vous doutez bien que l'objectif, c'est d'avoir plus de lecteurs et donc de vendre plus de pubs. Personne ne réagit sur le troll, sur le business model, c'est la pub. Ça fait réagir personne maintenant. Je suis assez déçu. Donc maintenant, la suite, c'est que je vais essayer de détailler notre modèle de décision au fur et à mesure qu'on a avancé sur ce projet. Alors, pour ne pas partir en cacahuète, parce qu'une mission comme ça, on pourrait le faire, j'aurais pu dire, bah super, on n'a qu'à dire que tous les matins, on va imprimer un Sud-Ouest différent par personne. Ce serait une manière de le faire, non? C'est un peu délicat. Enfin, c'est un peu ce qu'ils font d'ailleurs, mais bon, quand même pas à l'extrême. Donc les contraintes, c'était, oui, bien sûr, ça concernera plutôt dans un tout premier de l'application mobile de Sud-Ouest. Contrainte sympa, quitte à bosser là-dessus, ce serait super bien si l'application Sud-Ouest se mettait à pousser en temps réel les articles, c'est-à-dire éviter le côté, pour avoir des nouveautés sur Sud-Ouest, je dois tuer l'application, la relancer, ou faire un pull to refresh, ou j'en sais rien, mais cette idée de dire, il y aura plus de rétention dans mon application si j'envoie toujours de la data à mon utilisateur ou utilisatrice. L'idée, c'est que Sud-Ouest, historiquement, parce que c'est un vieux groupe, et à très juste titre, ils n'ont aucune envie de gérer des serveurs eux-mêmes. Donc jusque-là, ils utilisaient un hébergeur alsacien qui possède 70% de ce marché-là, que je ne citerai pas. Et il y avait quand même un peu une idée stratégique de « ce serait bien de plus passer par eux, mais sans installer des serveurs chez Sud-Ouest ».
Et bien sûr, comme je disais, comme Sud-Ouest est un SI qui a un certain âge ou un âge certain, il ne faut pas forcément arriver en mode vandale et de dire tout ce que vous faites c'est de la merde et nous ça va être vachement mieux. Il faut essayer de cogiter un peu comment ça se passe chez Sud-Ouest, comment on va faire les choses. Alors, avec ça en tête, sur quoi vous partiriez-vous après? Voilà, c'est tout ce que vous savez. On va faire une blockchain disruptive avec de l'intelligence artificielle dans du big data, dans du cloud, un truc dans ce goût-là. Si j'étais consultant riche, c'est ce que j'aurais fait. Quelqu'un a réussi à vendre ça à Sud-Ouest, d'ailleurs, ne plaisante pas. Vos données RGPD sont stockées dans une blockchain privée gérée par Sud-Ouest. C'est filmé, il faut vraiment que j'arrête. Mais moi, la première démarche, c'est d'introduire un premier outil qui vient du domaine de Driven Design qui s'appelle les Bounded Context. Est-ce que quelqu'un connaît ce mot barbare? Bon, c'est déjà pas mal. C'est bien quand il n'y a pas beaucoup de monde qui lève la main, ne vous inquiétez pas. Ça veut dire qu'a priori, je vais tenter de vous apprendre des trucs, ce qui est plutôt cool. En fait, la Bounded Context, c'est quoi? Attention, je vais vous montrer un schéma dégueulasse. C'est une idée aussi simple que ça. Je vous ai prévenu, je ne vous ai pas pris en traître. Oui, je l'ai dessiné moi-même, c'est pas ma fille. Parfois, quand j'ai la flemme de finir mon slide, vous avez le draft. Voilà, vous avez le draft. En fait, c'est tout bête. C'est quoi? C'est-à-dire qu'une application quelconque, l'application Sud-Ouest, ce sur quoi vous bossez, elle n'est jamais constituée d'un seul métier. C'est toujours l'interaction entre différents métiers qui crée l'intérêt de votre chose. Et ça a l'air, je ne sais pas si vous trouvez ça tout bête comme phrase, mais effectivement, moi en tout cas, dans mon début de maquillage, ça a tendance à dire, on me demande de faire ça, donc je vais faire un gros logiciel qui fait tout ça. Donc, pour reprendre encore un exemple du e-commerce, non mais sans troller ce e-commerce-là, c'est un exemple qui est un peu facile parce que tout le monde comprend comment marche le e-commerce. C'est que si je voulais faire un site de e-commerce maintenant, je dirais, oui, effectivement, j'ai plusieurs métiers dans ce truc. J'ai un métier qui s'appelle la logistique, qui va me permettre de dire où est-ce que je stocke mes produits, comment je gère leur restock, comment je fais pour optimiser mes expéditions. Et ce métier-là, franchement, il n'en a rien à faire de savoir que les produits qu'il va tenter d'expédier ont été commandés par Internet depuis un catalogue, depuis ce que vous voulez. C'est vraiment deux métiers séparés. Il y a donc le métier, effectivement, de la prise de commande en elle-même, si vous faites sur Internet. Donc, comment je convertis un panier en commande. Vous avez un métier qui serait comment achalander votre étal. Quand vous faites un beau catalogue de produits que les gens peuvent chercher, ils ont envie d'acheter, et vous pourriez tirer le fil souvent. Et ce que je vous entends par là, en fait, c'est qu'une commande dans le Bounded Context de la prise de commande, du panier en commande, ça n'a rien à voir avec la commande qui est côté logistique. Côté logistique, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin du poids, vous avez besoin de l'emplacement dans les rayonnages, ce genre de choses. Ces infos, vous n'en avez rien à faire côté web, et vice-versa. Côté logistique, connaître le prix, connaître les promos, connaître ce genre de choses, aucun intérêt. Et pourtant, quand on mixe ces deux métiers, parce qu'on se dit à haute voix, « Hey, commande !» On m'a appris qu'en orienté objet, je vais faire une classe avec ça. On se retrouve avec... Je fais super bien la grosse classe. Voilà. On fait apparaître une énorme classe qui essaye de tout gérer. Et on est bien embêté en disant, mais elle est ignoble, elle est trop grosse, ça pète dans tous les sens, mais pourtant, c'est bien une commande. Pas dans le même Bounded Context. Donc c'est la première chose qu'on essaye de faire vraiment quand on démarre une étude DDD, c'est dire, OK, où est-ce que je mets les pieds, c'est quoi un Bounded Context? Le corollaire qui est intéressant avec Bounded Context, c'est que quand vous avez identifié, sachant que vous aurez toujours faux la première fois, hein, soyons très clairs, vous ne trouvez pas les bons Bounded Context du premier coup. Tout à l'heure, j'ai trollé les Rails NCAC, mais finalement, si vous avez un Bounded Context identifié qui est, on va dire, plus bête que la moyenne, ce sera peut-être l'outil parfait pour l'implémenter, ce Bounded Context. Le catalogue de produits dans un site e-marchand, franchement, vu que ça consiste juste à donner des infos sur un produit et mettre sa photo et l'afficher, c'est bon, on peut faire du CRUD sans en souffrir en fait. C'est pas un problème. Le conseil numéro 2 que je donne quand on fait du Bounded Context, c'est attention au hype des microservices. Ou à la hype, excusez-moi, je ne sais pas comment le dire correctement. Dit autrement, c'est que comme je viens de vous dire que les Bounded Context, vous aurez sûrement faux la première fois à votre première analyse, c'est super important d'avoir une capacité de changer d'avis en fait. Et si vous êtes parti tout de suite sur dire « Ouais, ça va être plein de livrables complètement différents et ça va être génial », quand vous vous rendez compte que vous voulez découper un Bounded Context en deux ou en fusionner deux en un seul, ouais, mais c'est plus compliqué que ça parce qu'ils sont déjà découpés. Donc, monolith first. En fait, ce qu'on appelle monolith first, microservice ready, si vous voulez. Ou dit autrement, si vous ne savez pas coder un monolith proprement, sans vous prendre les pieds dans le tapis, votre chance de réussir des microservices correctement est inexistante.
Si vous avez déjà des monolithes qui sont trop couplés et qui sont allez, de la merde, appelons ça comme, désolé, ou des plats spaghetti, tentez d'en faire un microservice, vous aurez juste quoi? Un monolithe distribué. Qui a envie d'avoir un monolithe distribué à gérer? C'est bizarre, personne ne lève la main. Normalement, quelques consultants souvent disent « Ouais, mais c'est génial, c'est mon fonds de commerce. » Mais bon, Et ce qui est très intéressant, c'est ce que j'ai juste avant, c'est que chaque bony contexte a un vocabulaire qui lui est propre. Ce que DDD appelle, désolé pour l'accent, ubiquitous ubiquitous language. Ou le langage omniprésent, je sais très bien comme ça. C'est-à-dire que tous les intervenants sur le projet, experts métiers, développeurs, tout le monde doit parler le même langage. Ce qui s'énonce à haute voix, je dois le trouver dans le code et vice-versa. Pour donner un exemple que j'aime bien sur cette notion d'ubiquitous language et DDD, j'aime bien cet exemple. Ceci sont des tomates. Si je vous dis, parce que je m'exprime dans le domaine de la botanique, que la tomate est un fruit, et que vous, ce que vous essayez de faire, c'est la cuisine, qu'est-ce que vous allez faire de cette information? Vous allez mettre votre tomate dans une salade de fruits. Je dirais pourquoi pas, mais je ne mangerai pas chez toi. Voilà. En gros, voilà, suivant le contexte, le même mot n'a pas forcément le même sens ou la même connotation. Un légume dans le contexte de la tomate dans le contexte de la cuisine, c'est un légume, et ça vous informe de ce que vous pouvez faire avec. Dans le contexte de la botanique, on va dire, c'est un fruit, et ça vous informe différemment suivant le contexte. C'est un peu ça l'idée. Combien de gens s'endorment? Ok, Sam, c'est normal, il a trop mangé, je l'ai vu. Il a bu de la bière. Alors, comment extraire cette connaissance sur les bony contextes? En fait, c'est bien beau, mais c'est pas moi qui vais les inventer. J'ai besoin de mes experts métiers, j'ai besoin, puisqu'on a à Sud-Ouest, de mes journalistes, j'ai besoin des gens de la pub, j'ai besoin d'autres devs, j'ai besoin du designer qui a pensé la nouvelle app, j'ai besoin de tout le monde. Comment faire pour réussir à extraire cette connaissance? Il y a différentes techniques, mais une qui est particulièrement appréciée, il paraît que son vaguement... Il y avait une conf appelée Event Storming à côté, je ne sais pas si ça parlait de celui-là. Ouais. Tout le monde a pas l'air convaincu. Ah oui, mais t'es là. Je l'avais pas vu. C'est bon, on parle de la même chose alors. Donc Event Storming, c'est une technique d'interview, on va dire, ou d'interrogation, inventée par Alberto Bandolini. Je rêverais d'être capable de parler sur scène comme Alberto Bandolini. L'énergie et le nombre de trolls à la seconde qu'il émet, je ne suis qu'un petit joueur à côté. En gros, l'idée de l'Event Storming, sans rentrer dans le détail, c'est un atelier où voilà, vous invitez tous ceux que vous pensez être nécessaires à la réussite de l'application. Vraiment tout le monde, quoi. Tout le monde. Et plutôt que d'essayer de cogiter les choses en qu'est-ce que l'application doit faire, vous pensez les choses plutôt en termes de qu'est-ce que l'application produit, en termes d'événements. C'est-à-dire vous allez essayer de collecter les événements, c'est-à-dire il s'est passé ça, il s'est passé ça, un lecteur s'est inscrit, un lecteur s'est désinscrit, un lecteur s'est connecté. Et ensuite vous remontez le fil à l'inverse, pour essayer qui c'est qui a mis ça, pourquoi, etc. Et encore une fois, ce n'est pas le but que je présente Event Storming. Ce qui va se passer à la fin de l'Event Storming, si vous le faites, j'aime pas dire bien, parce qu'il n'y a pas de belle manière de le faire, mais de manière pertinente, vous allez normalement voir émerger vos bony contexts, vos use cases et une partie de vos agrégats. Ce sont des termes que je vais essayer. Agrégats, je vais essayer d'en parler tout à l'heure. Alors, roulement de tambour, slide noir. Vous avez vu comment j'ai ménagé mes effets, quoi. C'est une technique très avancée de présentateur, ça. Après l'interview, je vous demande tout de suite que comme c'était du rapide, parce qu'on ne veut pas y passer des temps, on a trouvé quelques bony contextes, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et encore, et attention, je vais encore vous infliger un slide fait à la main. Voilà. Vous avez été prévenus, encore une fois, pas en traître. Donc voilà les premiers bony contextes qu'on avait étudiés. Et la question que je me pose, c'est est-ce que vous trouvez ça cohérent? En même temps, vous ne connaissez peut-être pas assez le contexte de Sud-Ouest. Donc je vais peut-être vous l'expliquer. Ah, merci. Il y a eu un petit débat. Je suis très déçu de devoir vous l'afficher en anglais. Je ne vais pas le cacher. Mais on ne sait jamais, Sud-Ouest a peut-être l'espoir de se faire racheter aussi par un grand groupe international. Hein. Qui c'est qui a racheté le Times la semaine dernière déjà? C'est non, c'est pas Sud-Ouest. Salesforce a racheté le Times la semaine dernière. Intéressant, n'est-ce pas? En gros, ce qu'on doit retenir ici, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, parce qu'on ne voulait pas des tonnes. Et ce qui est intéressant aussi, ce sont les flèches. Qui communique avec qui?
Parce que, au même titre que quand vous designez juste des petites classes et que vous vous rendez compte qu'il commence à avoir des dépendances cycliques, vous savez que ça dobe ça. C'est pareil pour les bonding context. S'il commence à avoir des dépendances cycliques, vous faites il y a des trucs qui puent. L'objectif de cette application, après moult discussions, en fait, c'était que, comme tout le monde, elle affiche des cards. Vous savez, comme sur tout ce que vous voulez, quoi, Twitter, etc. En revanche, la métaphore, c'était justement de ne pas être Twitter, c'est-à-dire un flux infini d'informations, c'était plutôt d'être Google Now, c'est-à-dire les cards sont un raccourci vers du contenu intéressant. C'est Sud-Ouest quand même. Du contenu peut-être intéressant pour vous. Faut que j'arrête de les troller quand même. Merde. Il manque le paywall. On en a beaucoup parlé du paywall aussi. Justement, on a fait des choses bien à ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'on a Bonding Context des cards qui va contenir les... J'en parlerai après, mais bon, il va parler de ça. Reader, que je vais plutôt appeler lecteur, comme son nom l'indique, il va dire, moi, il y a des lecteurs dans Sud-Ouest, c'est bête, donc autant les gérer, mais je vais en discuter après. Il y a des flux d'intérêt qui représentent ce qui m'intéresse moi en tant que lecteur. Et pour générer les cards, il faut bien des sources d'informations. Donc on avait plein de sources différentes possibles. La plus importante, bien sûr, c'est la source des articles, mais très très important, ça. Très 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 important. Les pubs et plein d'autres choses. Pour réussir à aller aspirer les articles Sud-Ouest, on avait un bonding context très con qu'on avait appelé article, qui essayait d'être une sorte de couche d'anticorruption entre le SI historique de Sud-Ouest, dont je vais éviter de parler puisque je suis filmé, et nous, ce qu'on voudrait récupérer. Et les notifications, pareil, c'est lié à des choses un peu historiques, c'est aussi une couche d'anticorruption qui essaye de capturer ce qui se passait dans l'ancien système pour renseigner à notre partie ce qui se passait. Si je parle d'Ubiquitous Language, ici, comment je vais essayer d'exprimer à haute voix ce que je viens de dire? En gros, ça va être des phrases très simples quand on manipule l'Ubiquitous Language, parce qu'on essaie d'enlever tout ce qui est, comment dire, implicite ou flou. Donc on vire les synonymes, on fait des phrases très courtes, on essaie de voir si on comprend ce vocabulaire. Donc c'est très simple, ça va être des choses comme un lecteur a des intérêts et des désintérêts. Waouh, ça a l'air de rien comme ça, mais ne serait-ce que des journalistes et tout le monde se met d'accord pour dire c'est un intérêt, c'est un désintérêt, c'était déjà en soi une conversation métier intéressante à avoir. Un intérêt peut concerne un type de contenu, un type de card pour une cible donnée. La cible peut être dynamique ou statique. Ça, c'est ta faute, ça d'ailleurs. Sud-Ouest peut définir un lecteur par défaut dont les intérêts sont réifiés avec les intérêts et les désintérêts du lecteur pour fabriquer son flux, son stream. Un stream est donc un ensemble d'intérêts qui peut éventuellement être décoré avec des contenus un peu plus dynamiques, pubs, etc. Un intérêt peut éventuellement être réalisé par une carte, éventuellement, parce que ce n'est pas garanti. Et le type de carte porte des choix éditoriaux. Il y a certaines cartes dans Sud-Ouest qui apparaissent à certaines heures seulement, et pas le week-end. Vous allez avoir des choses comme ça, en fait. Et voyons voir, je m'étais fait un anti-sèche parce que c'est pas forcément... Mais c'est à peu près tout ce qu'il y a, donc, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur Ubiquitous Language qu'on a fait apparaître en toute première version. Est-ce que ça vous paraît compliqué ou pas, ce que j'ai dit à haute voix? Et comment vous qualifiez Les journalistes. On a eu du mal, en fait. Il a fallu trouver un terme. Et comme ils ne comprenaient pas ce qu'on voulait dire sur c'est pas une fusion, parce qu'on fait des trucs un peu malins en fonction des poids des cartes. Oui, parce que j'ai pas parlé des poids, j'ai essayé de virer des choses. Quelqu'un ici a proposé réifier. On ne le citera pas. Peut-être qu'on apprenait Clojure à cette époque. Et donc peut-être qu'on s'est dit ça va être rigolo d'appeler ça réifier. Bon, c'est assommant, c'est ça? J'avais prévenu ceux qui m'avaient parlé avant sur... J'étais passionnant, donc voilà, maintenant, moi, vous êtes prévenus. Tout ce dont je viens de parler jusqu'ici, c'est de la stratégie. C'est-à-dire que DDD est découpé en deux grandes catégories, on va dire, de pratiques et patterns. Il y a les patterns stratégiques et les patterns tactiques. Là, on va faire de la stratégie. C'est-à-dire, à grosse maille, je vois à peu près où je mets les pieds et ça me donne une direction. La tactique, ça va être vraiment, mais maintenant, il faut l'implémenter, quoi. Et qu'est-ce qu'on propose comme tactique pour implémenter tout ça? Donc maintenant, on va essayer de rentrer dans les détails des choix d'implémentation. Si ça vous va, hein, vous pouvez aussi vous barrer prendre un café, j'insiste. Bon, la règle des deux pieds ne s'applique pas ici. Première chose, malgré tout, à un moment donné, on va parler de code. Je voulais trouver le moteur
J'ai cherché moteur à explosion parce que je voulais un moteur qui explose. Bon, tant pis, j'ai trouvé ça. On fait ce qu'on peut. Quand on a commencé le code, en fait, il y avait vraiment l'objectif de dire OK, on refait l'application Sud-Ouest de zéro, on refait du back-end de zéro pour Sud-Ouest. Il va falloir réussir à être très clair sur faire l'équilibre entre les technos qu'on veut utiliser parce qu'on pense vraiment qu'elles vont nous servir alors qu'elles sont toutes neuves et les autres. Dit autrement, quand on essaie de choisir des technos pour les différents bonding contextes de l'application, nous, on a une certaine tendance à favoriser, même si ça fait un peu vieux, de dire choisissons d'abord les technologies les plus stables et les plus éprouvées, parce qu'il y a tellement déjà de risques à faire une nouvelle application que si en plus on s'achète le risque d'utiliser cette nouvelle lib à la mode, ce nouveau framework à la mode, on ne va pas s'en sortir. Donc, on a quand même identifié que ces technos-là nous semblaient avoir un intérêt, malgré leur nouveauté à l'époque, toute relative, sur ce qu'on cherchait à faire. Donc l'objectif, c'était qu'on voulait qu'en 3 semaines, on ait un POC complet de tout ce que je viens de montrer en fait. Voilà, de bout en bout, application qui tourne, les cartes sont poussées, j'ai des désintérêts, YOLO! Ça va. Donc on a identifié nos risques comme étant React Native. Quelqu'un en fait dans la salle? Putain, d'habitude maintenant. Ah, mais c'est parce qu'on a une conf de vieux, parce que sinon tout le monde lève la main. Oui, bon, il y a des qui ont de bonnes raisons ici, React Native, il me semble. Firebase, mais plutôt la partie... Non, je comprends une question, mais... Non, c'est quelqu'un qui est en train de vomir, c'est ça? Ok, c'est bon. Firebase, quelqu'un connaît, utilise, savoir un peu où je mets les pieds. C'est vraiment au comble de la hype, Jocelyn, je suis fier de toi. Firebase, en peu de mots, c'est un produit qu'a racheté Google et qui, dans son... Maintenant, c'est devenu... Au début, c'était qu'une base de données en temps réel. C'est-à-dire, vous lui mettez des choses, elle est capable de pousser les notifications à tout le monde. Donc nous, ça nous intéressait parce que c'était d'un point de vue où on voulait pousser les infos utilisateurs. C'est « Ah ben cool, ça le fait pour nous. Pourquoi se poser des questions ?» Mais la peinture pouvait sembler un peu fraîche. Maintenant, dans Firebase, il y a plein d'autres choses. Il y a... Comment stocker des fichiers, il y a des cloud functions, il y a du storage, il y a du push, c'est-à-dire push mobile, quoi. Plein d'autres choses. Enfin, j'en fais pas la promo, mais finalement, j'étais sans trop spoiler, j'en suis pas trop déçu à la fin. Donc bon. Sud-Ouest voulait pas infogérer. Donc, on va sur le cloud. En revanche, lequel? En version très très courte, on s'est dit qu'un Kubernetes géré par Google, ça semblait être un bon équilibre dans la force. Parce que, en gros, on voulait quand même garder une certaine liberté de comment on voulait faire les choses. Et quand on part, par exemple, sur du PaaS classique, on est assez vite enfermé sur « tu feras que tel langage avec tel techno en telle version ». Cube, trouver, donne un équilibre à ce niveau-là. Déployez ce que vous voulez, du moment que c'est du Docker. Comme c'était du réactif dans tous les sens, on s'est dit « tout le monde parle de RX, ça fait le buzz, on va voir si ça marche ». Et comme Sud-Ouest était très intéressé à avoir une archi qui tentait de survivre le plus possible à différentes pannes, différents redeploys, on s'est dit « allez ». Tout le monde dit qu'un broker de messages c'est bien, on va essayer de donner sa chance à Google PubSub puisqu'on est sur Google, voir ce qui se passe. Et on avait ces risques-là identifiés. Passé ça, il était temps de parler de comment on va implémenter chaque bonding context. Je me suis rendu jusque-là parce que je ne sais pas si ce que je dis sont des platitudes, ou s'il y a trop d'infos, ou s'il n'y en a pas assez. Donc interrompez-moi, dites des choses. J'ai l'impression que c'est par rapport à ton discours et celui d'Arnaud de ce matin, où tu disais qu'il ne fallait pas partir sur des trucs state of the art sortis cette année. Et là, ça fait beaucoup de trucs sortis cette année. C'est pour ça que je te disais juste avant, en fait, c'est qu'on a décidé de partir sur ce truc-là, vraiment très précautionneux sur. Est-ce qu'on pense vraiment que ça va nous aider à, au-delà de la hype que ce truc pense faire en fait, est-ce qu'on pense vraiment que ça va nous aider? Il y a certains choix qui n'ont pas été les miens, honnêtement. Un peu poussé par Sud-Ouest, mais on va quand même essayer de main libre. Par exemple, React Native, c'était vraiment Sud-Ouest, après des années à faire des apps mobiles, à maintenir Android et iOS et tablettes dans tous les sens, c'est en mode c'est marre là, on veut un truc qui nous permette d'avoir une base de code pour toutes nos applis parce qu'on n'en peut juste plus. Donc il y a vraiment un intérêt massif de leur part à dire non en fait on n'en peut plus de maintenir différentes versions. Donc vraiment React Native, faites-nous un POC. Et le reste, c'est un peu Kubernetes, on a déjà une expérience, on savait que c'était pas un risque. Mais c'est un risque pour Sud-Ouest. Est-ce qu'on va être capable, nous Sud-Ouest, de gérer un cluster cube qu'on n'a jamais fait de notre vie? Firebase, c'est un choix ce soir à la bière. Je pourrais dire ce qui s'est passé et pourquoi. RX aussi, c'est pas trop facile. Et PubSub, ça honnêtement c'était le choix politique. Sud-Ouest avait très envie de dire je veux une brique magique qui va faire toute cette résilience. J'ai fait ok, si tu veux on va essayer.
Mais l'objectif, quand je dis de risque technique, c'est que du coup, c'était notre objectif d'avoir tout ça qui marche en 3 semaines, pour dire est-ce que quelque chose là-dedans se casse la gueule et ne tient pas par rapport à ce qu'on attendait. Si ça se casse la gueule, dehors, on n'en veut pas. C'était vraiment dans cette idée de je veux pas de la hype. Parce qu'ensuite, la salle suivante, c'est ça, c'est que si je prends le body context reader, voilà, du Java, du MySQL, les enfants, quoi, merde. Exactement, quoi. En fait, je suis dans cette idée de choisir les technologies fiables et prouvées. C'est bien beau d'être un... Il y a combien de jeunes dans la salle? D'être un jeune amateur de Java, c'est la techno de mon papa. De nos jours, les cool kids, ils font du JavaScript. Pardon, je regarde ce côté-là, c'est vrai qu'il y a l'air d'avoir un peu de jeunesse, mais en même temps, j'aime beaucoup le t-shirt, donc ça va. Mais bon, on va garder ça pour un autre temps. Est-ce qu'on peut penser ou pas des vieilles techno? Bon, ok, Java, c'est très conservateur. J'avoue qu'on s'est tâté pour faire un peu de modernité et dire toute clean pour voir, un peu de closure pour voir. Évitons la hype, restons sur du stable, on va dire. MySQL, ben oui, parce que, ok, parce que ça me suffisait. On n'allait pas sortir un truc plus compliqué que ça. Ok, je déteste MySQL, mais il fait le job. Et je reviens à Firebase. Et par contre, en termes de style d'archi, on a dit que le lecteur n'était pas du cron. Donc on a fait un style d'archi qui était quand même ce que j'appelle du DDD bien classique, c'est-à-dire qu'on va utiliser des patterns pour voir après de qu'est-ce qu'un agrégat, qu'est-ce qu'une racine d'agrégat et ce genre de choses. Et on va quand même sortir des choses, parce qu'après tout, on est des consultants, donc il faut quand même qu'on justifie notre salaire. Donc on va quand même faire des CQRS et des SAG. Je vais en parler après. Donc là, effectivement, j'ai introduit beaucoup trop de termes savants, c'est ça? Enfin, ou pas savants. Bullshit, si vous voulez. Enfin, ou SS2I compliant, ce que vous voulez. Donc on va essayer de rentrer un peu les choses. CQRS, tout le monde a entendu parler, ou personne? Levez la main ceux qui connaissent. C'est devenu tellement buzz maintenant. J'en disais avant que ce soit la mode. Command query, responsibility segregation, c'est ça? Ou ça doit être ça? Je connais pas la définition. Non, parce que le problème c'est que ça vient de CQS, et CQS utilise le mot différemment. Bertrand Meyer qui est devenu maintenant un réactionnaire de l'agilité. L'idée est très très simple en fait. C'est que, enfin moi en tout cas, ça m'est déjà souvent arrivé par le passé, quand je faisais déjà du DDD, de dire j'écris des belles classes métiers qui font des trucs super bien. Mais à un moment ou à un autre, j'ai une sorte de conflit, une sorte de tension qui apparaît. C'est que cette super classe toute seule dans son coin qui fait super bien son job, maintenant je dois être capable d'aller les rechercher, parce qu'il faut que je les affiche dans une recherche. Je dois être capable de faire de l'agrégation entre différents agrégats, parce que, d'un point de vue encore une fois UX, ce serait vachement plus pratique, ça pouvait le faire. Et en fait, on se retrouve assez vite à avoir des classes qui disent j'ai cul entre deux chaises. D'un côté, j'essaie de garantir des mutations propres et correctes et cohérentes, puisque c'est le métier, et de l'autre, je suis en train d'introduire autant des responsabilités qui sont purement de l'affichage. Et il y a l'air d'avoir une sorte de tension entre ces deux responsabilités. Bien faire un côté implique des contraintes sur l'autre et vice-versa. Et CQRS, c'est ça l'idée de dire, mais en fait, on vous a compris. Cette tension venait du fait que c'est pas la même chose de vouloir faire une mutation que de faire un affichage en fait. Donc CQRS au niveau B à bas, c'est vraiment juste de dire, on ne fait pas ce qui est une mutation que ce qui est une lecture. L'utilisateur émet une intention de muter quelque chose. En sud-ouest, ce serait bonjour, je suis un lecteur, je viens de déclarer que j'ai un intérêt pour telle chose. Ça va enclencher une mutation. Cette mutation va éventuellement donner un fait, un événement. On parlait tout à l'heure d'événement story. Et cet événement peut éventuellement venir, ou pas, suivant comment vous l'implémentez, parce qu'il y a plein de choix possibles, un modèle de lecture qui va du coup être facilement recherchable, en full texte, paginé, pas marginé, ce que vous voulez, on s'en fiche. Et ce modèle de lecture peut éventuellement partir dans autre chose que votre SQL de base. Par exemple, imaginons que vous soyez en mode j'ai envie de pousser mes informations utilisateurs sur mobile, peut-être que la projection elle pourrait être sur Firebase. Et c'est exactement ce qu'on a fait en fait. On s'est dit comment faire en sorte que Firebase soit à notre service et pas l'inverse. Firebase, tu n'es qu'un modèle de projection. Tu ne nous dis rien, tu ne nous dois rien, on vient te dire qu'il y a ces données qui sont arrivées. Et Firebase a cette capacité ensuite de pousser ça au lecteur directement. C'est comme ça qu'on s'en est servi. En utilisant CQRS, on a réussi à mettre Firebase à notre service. Je sens qu'il y a une question. Non, ok. Parler de tactique, un ou un autre, je ne vais pas montrer du code, je vais montrer des packages. On est dans le domaine du lecteur. Voilà la première chose que je vois quand on... Ah, c'est pas mal en fait, je ferai un tout petit screen. C'est un gros pâté de pixels, j'aime bien. Je vais garder cette technique. Qu'est-ce que je vais montrer ici? C'est que quand on ouvre une application, un body context qui a été codé en style DDD, c'est que la première chose que je veux voir quand j'enlève le bruit
nécessaire, on va dire, du langage que j'ai décidé d'utiliser. Avec Node, vous auriez votre propre bruit, choisissez votre crèmerie. C'est qu'au premier niveau, quand enfin je défie Java, la première chose que je vois, c'est comment je lance up. J'ai un mail. Ça a l'air révolutionnaire, mais pour ceux qui font du Java J2E, quoi, il y en a qui utilisent encore ça. Allez, on peut tous avouer. Voilà, retrouver son main, c'est déjà une sorte de libération. Je n'ai plus de JBoss installé, Tomcat installé, etc. Et ça, c'est juste un main qui permettait de lancer des tests de l'air. Et ensuite, ce que j'ai, ce sont les. Je vais directement le booning contexte sur lequel je. Enfin, les booning contextes qui vont être livrés avec ce truc. Donc, leader. Et là, juste un domaine de support. Là-dedans, j'ai des choses qui seraient partageables avec d'autres. Et c'est ça que je vois en premier niveau. Si vous voulez, quand j'ouvre une application, quand j'ouvre du code, quand je vous demande de le reprendre et que tout ce que je vois, ce sont des concepts techniques, et regarde, j'ai des contrôleurs, j'ai des vues, des queries, je fais super. Je n'ai pas la moindre idée de ce que fait cette app. Merci. Je ne peux prendre aucune décision informée en voyant ça. Je ne sais pas ce que ça fait. Si je déplie ce qu'il y a dans le booning context, là en revanche, ça ce serait vraiment sujet à la discussion, là je vois un peu plus des sujets qui sont tout de suite un peu plus techniques. Et ça fait débat. Ouais, d'ailleurs, on débat ce soir. Mais ça m'informe, moi personnellement, ça m'informe quand même. Parce que comme je vois un package commande et query, ça va peut-être parler de CQRS en fait, ce truc-là. Modèle, bon, ça a l'air d'avoir fait du DDD, donc modèle driven, ça doit se passer là-dedans. Infrastructure, ça fait penser à l'architecture hexagonale, là-dedans, j'ai peut-être trouvé des implémentations pour aller parler à des voisins. Moi, ça m'enseigne ça. Vous, ça m'enseigne peut-être complètement autre chose, j'en sais rien. Et surtout, j'ai une magnifique classe qui me permet juste de dire, mais ce booning contexte, si quelqu'un vous voulez s'amuser à le déployer, c'est ça qu'il faut utiliser pour le déployer. Et c'est comme ça qu'on peut faire du monolith first microservice ready. C'est une question que si je voulais déployer ça, au début ils étaient tous dans le même livrable, dans le même jar si vous voulez, et aller le mettre dans son propre jar à côté, ça rend bien, je pense pas que. Il y a déjà la classe qui permet de le quitter dans son coin. C'est bon. Il est capable de démarrer facilement en moins de 5 minutes dans notre jar. Ça va pas passer à la suite. Si, ça passe à la suite, c'est moi qui vois rien. Ah oui, voilà. Dans modèle, je vais trouver quoi? Mais ça, c'est un pattern important de DDD. Niveau tactique, agrégat, racine agrégat, entité, objet valeur. Je crois que j'ai une slide après pour en parler, rassurez-vous. Mais on va voir des concepts métiers ici. J'en parlais tout à l'heure. Reader, interest. Du coup, vous voyez un peu plus de choses que je ne vais pas présenter. Les suggestions, les zones. Ça, ce sont des concepts métiers. Si je veux voir un expert métier de l'application, je suis censé pouvoir lui demander c'est quoi une zone, c'est quoi une suggestion, c'est quoi un reader, c'est quoi un intérêt. Il est censé pouvoir me répondre. Et c'est ça qu'on cherche à voir dans DDD en fait. Quand je disais tacler la complexité métier au plan de l'application, c'est un peu là que ça se passe. Ici, je n'ai pas de code technique. Je vois le métier. Et si j'ouvre une classe qui est là-dedans, je vais voir ses interactions avec un composant. Et pour chacune des interactions que je vois, je dois être en capacité d'aller voir un expert métier et lui dire j'ai lu dans le code qu'un reader pouvait déclarer un intérêt, est-ce que ça te parle? Ouais. Ou non. Et si c'est non, ça veut dire qu'il y a un problème de désynchro. Et en termes de flèche de dépendance, si j'analyse les dépendances, vous êtes vraiment au bout là. Je ne vais pas avoir un niveau de dépendance là qui va m'amener, ah tiens, regarde derrière, il y avait une base. Et bien sûr, en utilisant les versions de contrôle et ce genre de choses, on y arrive. Et si on ouvre un agrégat en lui-même, on va trouver des choses intéressantes, comme sa racine, même si je ne l'ai pas assez clairement identifié, je vous l'accorde, clairement pas. Je trouve des adaptateurs, des ports, excusez-moi, si je vais faire rapport adaptateur de l'architecture hexagonale. Et je trouve un gros paquet d'événements. Et vous voyez que c'est un participe passé. Un intérêt A a été déclaré. Un lecteur a changé ses choix. Un événement, c'est vraiment le passé que je déclare. Donc, si on résume, ouais, ça fait mal, mais en même temps, je ne peux pas vous apprendre DDD en une heure. J'essaie juste de vous encourager à lire le bouquin. Ça, c'est un schéma qui est issu du Blue Book. Donc, il a peut-être un peu vieilli, honnêtement, le Blue Book, et je ne vous conseille pas de le lire en premier, mais éventuellement, après la bière, pour vous conseiller le bouquin. Et voilà les patterns tactiques dont on est en train de parler. Les patterns tactiques servent vraiment à essayer de dire, étant donné que le métier peut se modéliser de 36 000 manières différentes et qu'on peut très vite partir en cacahuète encore une fois, voilà quelques patterns qui peuvent éventuellement vous aider à modéliser le métier. Ce n'est pas une obligation. C'est plus difficile sans, mais ce n'est pas une obligation. Donc un agrégat, c'est un groupe d'objets, si vous voulez. Je vais reprendre le e-commerce, un groupe qui est entièrement cohérent entre lui-même. C'est-à-dire, par exemple, e-commerce, une commande et ses lignes de commande, c'est un agrégat. Cet ensemble va de pair. Il est absolument incohérent de dire je vais manipuler une ligne de commande hors du contexte de la commande. Ça ne fait aucun sens en fait, parce que je ne peux pas garantir ces invariantes si je n'ai pas le contexte dans lequel elle évolue en fait. C'est une réduction qui s'applique en fonction du nombre de produits que j'ai dans le panier,
Si je m'amuse dans mon code à avoir le droit de manipuler une ligne hors du contexte de cette commande, je peux casser les invariants. C'est ça le concept d'un agrégat. Pour accéder à l'agrégat, j'ai besoin de sa racine, c'est-à-dire son élément d'entrée. C'est ça une racine d'agrégat. Et je suis censé poser dans l'agrégat qu'à travers cette racine. Je n'ai pas le droit de donner des ordres à la ligne de compte directement, il faut que je demande à sa racine de donner un ordre réel, puisque c'est la racine qui garantit les invariants de l'ensemble en fait. Les objets valeurs, ce sont des... Ah oui, une racine d'agrégat, c'est une entité. Une entité, c'est un objet qui est dont l'unicité, dont l'égalité est déterminée par un ID. C'est-à-dire qu'une entité, si j'ai une instance d'objet A, de type A, et si j'ai une autre instance de type A, et si ces deux instances ont le même ID, alors le equal, ça doit répondre oui, ce sont les mêmes. Bah, typiquement, dès que vous avez un ID sur une commande, sur une personne, un utilisateur, bravo, vous avez une entité. À la différence d'un value object, dont l'égalité est définie par l'ensemble de ses champs. Et les value objects, c'est plutôt pool destinatif le plus possible et qu'il soit immuable, mais ça, ce serait un autre débat. Et encore une fois, le but, c'est pas de tout présenter, c'est d'essayer de dire voilà un peu de vocabulaire, voilà à quoi il sert. De nos jours, c'est magnifique, on a Google. Vous pourrez faire des tas de choses. Il reste combien de temps en fait? Ouais, je m'étais chronométré à une demi-heure, j'ai complètement pété ma tête, je suis fier de moi. Bon, c'est pas grave, je continuerai à parler jusqu'à ce que vous en ayez marre, ça vous va? Ok, on va essayer de passer les autres volumes contexte rapidement, mais ils vont beaucoup se ressembler pour certains. Cards, même Maccabi. On voulait aussi faire du CQRS parce qu'étant donné qu'il y a une source de contenu qui va être poussée vers les cards, on veut que l'utilisateur soit prévenu dès qu'on l'a fait que c'est bon, il y a eu de la nouveauté, d'où le côté DDD, CQRS, même si c'était un domaine extrêmement bête, mais il y avait quand même 2-3 astuces, si vous voulez, métiers qui étaient assez tricky à capturer. Par contre, qui était assez tricky, même si ça paraît un peu bête, c'est qu'une carte, les contenus peuvent être complètement hétérogènes. Un article, ça n'a rien à voir avec la météo, qui n'a rien à voir avec une carte qui va vous suggérer de noter l'application. Cette carte n'a rien à voir avec la carte qui vous suggère de télécharger l'édition du soir. Et elle-même n'a rien à voir avec la carte qui vous permet de télécharger le PDF de Sud-Ouest. Donc tout ce côté très hétérogène fait qu'il a fallu qu'on se débrouille pour faire en sorte que tout le contenu des cartes soit, comment dire, limite, si on parle de Java, limite c'est un object, quoi. Ici, on n'en sait rien en fait, c'est pas notre problème, quoi. Parce que ce problème est entièrement géré par le volume contexte des sources. C'est vrai tout à l'heure. Stream était un peu plus costaud, parce que lui, Stream, l'objectif c'était qu'on voulait faire converger les lecteurs vers les mêmes flux. On espérait avoir du succès, et on se disait, ok, 80% des gens qui vont cette app ne customiseront jamais leur application. Donc ça veut dire que si on génère un flux par l'utilisateur, c'est juste un gaspillage pharaonique, parce qu'il y en a 80% qui veulent la même chose. Donc l'intelligence de Stream, c'était d'essayer de faire converger les gens vers le même flux pour dire, bah, voilà, vous êtes, je ne sais pas, moi, 5000 à vouloir ça, je ne suis pas en train de le calculer 5000 fois, je suis en train de le calculer qu'une seule fois pour vous. C'est pour ça que son design ressemblait plus à du stream processing, dans le sens BIM ou ce genre de choses, si vous voulez vraiment des pipelines qui s'enchaînent de transformation pour essayer de faire des choses manuelles. Et comme c'est du stateful processing, c'est pour ça qu'il y a quand même un MySQL pour garder son état. Quand j'aurais édité ce truc, il fallait qu'il puisse revenir en bon état. Et bien sûr qu'il poussait quand même tout ça à la Firebase pour que ce soit notification de 16 heures. Je suis bien Firebase, hein. J'ai bien aimé mon geste. Et les sources, ça ressemblait un peu à la même chose. Il y a N sources, on a vu articles, statiques, météo, etc. C'est aussi un peu du stream processing, parce que ça consiste à prendre un signal qui dit qu'il y a quelque chose d'intérêt, aller choper l'info, la transformer dans plein de manières différentes pour que ce soit mangeable, comme ça du Warcraft. Ça. Trop vieux pour World of Warcraft, c'est ça, personne n'y joue. Eh merde! Et envoyer ça ensuite à Card qui va dire ah ce type de contenu, je ne veux pas savoir ce qu'il y a dedans, mais je sais comment je dois le répartir dans quel type de card. Le Boni Castex article, je vous l'avez dit, c'est plutôt une couche anticorruption. Ça c'est un terme DDD aussi qui veut dire je me méfie de mon voisin. Je dois parler à un voisin et je pense qu'il contient un gros paquet de trucs douteux. Donc je vais faire une couche anticorruption qui garantit que sa corruption ne fuira pas vers moi. Donc c'est pour ça que là, vu que Sud-Ouest a un énorme Mongo, j'ai jamais vu un cluster aussi gros, mais du coup c'était chouette, je lui ai fait faire des trucs en mode mais il va mourir. Oh nickel, ça marche. On s'est dit bon mais ok, ça consiste vraiment à prendre des documents JSON qui sont dans Mongo et de les transformer dans plein de manières différentes.
faisons du Node, faisons du Mongo, faisons une petite API Express pour que ça puisse être interrogé par article, par source article, et ce sera très bien. Pour nous sauver les niches, en tout cas, on utilise une ligne qui s'appelle Tcomb. Est-ce que quelqu'un le connaît? On en a peut-être un peu parlé, c'est ça alors. C'est une ligne que je conseille massivement si vous voulez faire du JavaScript vanilla sans sortir du flow ou du TypeScript pour essayer d'introduire des notions de type dans votre JavaScript. Tcomb vous permet de définir un système de type en JavaScript. En JavaScript lui-même. Pas besoin d'une notation processeur ou autre. Voilà, c'est assez pas mal. Et donc, une combinaison de Tcomb plus pas mal de tests générés en fonction qu'il y avait dans Mongo, on fait que, à 2-3 détails près, on n'a pas eu trop de corruption. On parlait de l'hype. Il y a 2 personnes que je ne citerai pas, et qui ne sont pas dans la salle. Dans le port, il m'entend bien. En plus, il va sûrement l'entendre. En mode, ça a l'air très bien GraphQL, pourquoi on ne le fait pas? Voilà. Donc pour leur prouver que c'était une très mauvaise idée, on a fait une première version qui avait GraphQL. Désolé qui fait du GraphQL dans la salle. Je suis assez déçu d'insulter personne. T'as levé la main ou c'était juste? Non, Et enfin, l'application en elle-même, voilà, comme j'avais dit, c'est du React Native, HTML. Et quand même, bon voilà, on s'est dit, ok, on va pas faire le TypeScript, mais on va faire du JS avec Flow, que tout marche assez bien. Et bien sûr, j'ai utilisé Firelet. Et là, je ne vais pas vous cacher que dans le côté, on va prouver que les technos qu'on a choisis fonctionnent. Alors là, on parle du projet qui a démarré il y a 3 ans, 3 ans et demi. Dans le monde de JS, 3 ans et demi, ça représente à peu près 3 éternités et 6 Big Bang. J'ai jamais, sur un projet JS, utilisé autant de forks de bibliothèques, en fait. Quand on ouvrait notre node, notre package.json, les libs officiels, j'ai jamais vu autant de fois où c'était plus la version C qu'on prenait, mais fork qui vient de Maripo, fork qui vient de Maripo. On a passé notre vie à forker des librairies et à les patcher, à les coller. J'ai maintenu pendant un temps un fork de la bibliothèque qui m'a été de faire du Firebase en React Native. Voilà. Non, c'est bien React Native. Allez-y. Enfin, désolé pour ceux qui en ont fait à la fin. Mais des trucs bien, on a donné trop de trucs, je pense. Non, maintenant c'est beaucoup plus stable, on va dire, mais à l'époque on en a vraiment chié. Et on a quand même un choix à faire dans cet ensemble de démarches qui est à un moment, il faut mettre en prod des choses. Quoi. Donc quels sont les outils qu'on va choisir pour faire du continuous delivery, parce que ça, pour moi, c'est un prérequis. Démarre un projet, tout de suite, première question, c'est comment je fais pour mettre en prod demain. Je n'ai pas envie d'attendre 6 mois pour le savoir. On est parti en version très simple. Côté serveur, drone, pour ceux qui connaissent, ça s'installe très simplement. On écoute cuillère à peau, ça tourne, ça vous fait du build. Un petit plugin pour pousser sur Kubernetes, on était content. Slack pour être notifié, on avait tout cassé. Côté mobile, c'est plutôt l'enfer comme d'habitude, mais pour ceux qui connaissent le monde du mobile, la conjonction de Fastlane et Bitrise, je ne sais pas si vous connaissez ces outils. Si vous faites du mobile et vous ne le connaissez pas, le premier truc que vous faites en sortant de cette conf, donc pire que ça, barrez-vous maintenant et allez les apprendre. Sinon, regardez après. Franchement, ça nous a sauvé la mise. C'est pas parfait, hein, mais développement mobile, quoi. C'est moins pire. C'est moins pire, c'est ça. Ça rend l'intolérable vaguement tolérable. On va dire comme ça. Donc après 3 mois, nous avons notre walking skeleton, nous avons notre cheval, notre château de bois. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire des palissades. En gros, j'ai utilisé beaucoup de mots, j'ai utilisé beaucoup de concepts, mais voilà, ça a duré 3 semaines, c'est ce que je viens de décrire. Je ne sais pas si ça vous semble nul, impressionnant, mais on verra, mais non. D'avoir fait ce tour complet de comment on déploie, quel techno, quel contexte, quel métier, quel objectif, quelles contraintes. Je suis assez content. Et ensuite, la suite de l'aventure, bien sûr, c'était de dire, bon, maintenant qu'on a à peu près validé quelques hypothèses, il n'y a plus qu'à faire l'application. Ça a duré 2 ans, bien sûr, mais... bon, j'exagère, mais... Il y a d'autres problèmes politiques qui fait qu'on a un peu retardé la mise en prod. Faites-moi boire ce soir, j'ai des trucs à raconter. Pour aller directement aux conclusions, quand je vous ai dit qu'on change très vite d'avis, et il ne faut jamais s'attacher à sa première analyse, grande leçon habituelle qui vient de l'agilité en général, de toute façon, ne vous attachez pas au premier schéma que vous avez écrit, il sera faux vite, très vite. Ça, c'est ce qu'on avait en prod quand je suis parti début d'année, quoi, début 2018. Vous allez voir que ça y ressemble un peu à ce que j'ai décrit, mais qu'il y a des choses qui ont changé. Par exemple, Stream a dérivé. Stream n'est plus là, il a été fusionné avec Reader pour tout un tas de raisons. Il y a un moteur de suggestion qui est apparu. Maintenant, quand vous lancez Sud-Ouest, je fais du Big Data Analyse IA dans le cloud. Donc en gros, juste,
J'ai des events qui me donnent votre comportement, ce qui fait que je peux vous pousser des suggestions. Pour dire, hey, ça fait, enfin, il y a des solutions qui sont très bêtes. Typiquement, vous venez d'installer l'app, ça fait 10 fois que vous le lancez, vous faites des sessions de plus de 2 minutes. Je pense que c'est le bon moment de vous demander de noter cette application. Ouais, c'est des trucs aussi cons que ça. Quoi. C'est jamais une bonne idée. Déconne pas, ça a été une nette amélioration en fait. De retarder le moment où on demandait la note a fait augmenter massivement la note donnée à l'app Sud-Ouest en fait. Non, déjà la première chose qui a fait augmenter, c'est qu'on a coupé la carte de notes pendant 1 an. Le temps que les gens s'habituent à la nouvelle application. Et ensuite, on a commencé à faire un gros lien. J'aurais tellement de trucs à dire sur l'accueil sur le marché. Ça se voit pas trop, mais on a essayé de virer PubSub tant qu'on pouvait. Parce que ça a été un deuxième enfer, PubSub. Ne croyez jamais le marketing d'un vendeur de message broker qui vous dit qu'il marche tout le temps de manière fiable. C'est du flan. Alors, peut-être que PubSub est en produit, j'en sais rien. Dans tout cas, la lib Java à l'époque pour faire du PubSub, c'était l'enfer sur Terre. Vous lancez votre JVM. Pourquoi elle prend déjà un Giga5 de RAM? Voilà. Ça, je ne vais pas parler pour pointer de release, mais c'est comme ça qu'on se fait envoyer des notifications. J'ai donné leur nom, non, attention. C'est des méchants. Qu'est-ce qui a changé? Ensuite, pas grand-chose. On a été obligé de faire apparaître une brique Firebase Notif pour que l'application, quitte à utiliser Firebase, en fait, l'application n'utilisait même plus une patte HTTP pour dire je veux un intérêt. Elle faisait que pousser des éléments sur une queue sur Firebase. Et c'est juste que pour réussir à faire ensuite du load balancing de notre côté, on a dû faire juste une petite brique qui fait ça, qui mange une queue sur Firebase et qui la ventile, qui fait le balancing dans notre infra. Pas très intéressant, mais juste pour dire que les choses ont changé. On a quitté Firebase Real-Time Database pour utiliser Firestore, qui est leur version améliorée, qui est sortie au bon moment pour nous. On a simplifié le design des cartes, mais ça, j'y reviendrai. C'est pas très intéressant maintenant vu le temps qui me reste. Le moteur de pub, avant, il n'était pas dans Reader, il se retrouve dans Reader, c'est qu'on a fait ça. On a essayé de fusionner des body contextes, donc je pense que c'est intéressant de le faire. Article n'existe plus parce qu'il est devenu Referential API, qui est devenu, non content d'être notre cours anticorruption, c'est aussi notre BFF. Notre backend for frontend. Je sais pas, c'est un pattern qui vous dit juste en quoi, si vous connaissez ce pattern ou pas, j'en sais rien. Cette idée est que quand vous avez une application mobile comme ça, son cas d'utilisation avec l'application mobile est très spécifique comparé à un site web classique. Vous avez moins de ressources, moins de réseau, moins de tout. Et donc c'est plutôt une bonne idée d'avoir une sorte de front qui encapsule ces cas très particuliers qui sont pour le mobile, ce qu'on appelle le BFF, Backend for Frontend. Et les gens disent que GraphQL c'est vachement mieux que de faire un BFF. Ne les croyez surtout pas. On a dégagé Drone pour mettre, on va forcer Jenkins, parce que c'était ça dans la culture sud-ouest, ils avaient un gros Jenkins, donc on a fait Jenkins. Mais j'ai gagné pour les raisons continues, c'est pas Jenkins qui essaie de faire de la magie, on a utilisé Spinnaker, qui est un produit utilisé par Netflix, hélas, parce que très précautionné sur les outils Netflix, mais qui a le mérite en fait de faire un truc très simple, c'est qu'il écoute les images Docker qu'on pose quelque part, et ensuite c'est nous qui le configurons en gros pour dire va déployer ci, ça là, fais ça, ça là. Et j'ai trouvé ça assez intéressant de séparer complètement la phase de fabriquement d'image Docker, et donc Jenkins il est à peu près arrivé, enfin c'est Jenkins en rallant, mais il est à peu près arrivé, et que toute la phase de continuous delivery soit gérée par un outil qui fasse que ça, et très très bien. Ça j'ai trouvé ça assez agréable. Donc, après tous ces efforts, voilà pour rassembler l'application maintenant. Avec tout ce que je dis, je ne sais pas si vous pouvez maintenant comprendre ce qui se passe ici. Ceci est une carte essentielle. Magnifique. Vous noterez que la météo n'est plus une carte maintenant, c'est un petit encart qu'on a collé là-haut dans la montagne. Si je lance du scroll, si j'y arrive, voilà, j'ai notre carte, le quotidien, de l'auto-promo, noter, ajouter un topic, notre carte, carte topic, voilà. Je suis allé un peu vite parce que je me disais bien que je vais passer longtemps, je ne vais pas y passer 40 ans. Vous voulez que je la repasse au ralenti? Enfin, je ne peux pas la faire au ralenti. Mais je ne sais pas si vous lancez l'application Sud-Ouest, mais maintenant vous comprendrez peut-être, comment dire, un peu mieux pourquoi les choses apparaissent, qu'est-ce qu'elles sont. Vraiment tout ça, ce sont juste des cartes poussées par tout le système que vous avez vu. Et si un journaliste changeait l'article, ou si l'éditorialiste décidait de changer l'ordre dans lequel vous devez voir les choses, vous verriez en temps réel. Vous verrez tous instantanément en temps réel dans cette pièce. Et si vous n'aviez pas de réseau, vous auriez toujours accès à ça. Vous ne seriez pas en mode « Ah, pas de réseau, je ne peux plus rien lire, j'ai une grosse page rouge qui dit que vous n'avez pas de réseau ». Vous aurez tout ça en offline. C'est quand même cool. Mission réussie. Enfin, la note, on est passé de l'éperon des apps actualités de l'App Store, du fond du panier, du fond on se fait défoncer par tout le monde, à ça. On a enfin 4,1 et classé numéro 8 comme app d'actu en France.
Ça a l'air de rien, hein, mais après s'être pris des tombereaux d'insultes pendant 2 ans sur les commentaires du store, au fur et à mesure que nous avons évolué là, ça fait plaisir mon petit cœur meurtri par le micro de vieux développeurs. Je crois qu'il me reste 15 secondes. Nickel. Bon, désolé, je ne sais pas si c'était dense, intéressant, pas dense, etc. Mais j'avais annoncé que je ne suis pas très bon sur l'auto-expérience. Les questions, c'est maintenant ou à la vie. Ça me semble le nommage de référentiel API Très moyen. un peu technique. C'est pas grave, ça va mourir de toute façon. Mais oui, c'était clairement très technique. Il voulait cette notion d'API après discussion sur ceci est une API, ça doit être accessible de plein de différents moyens. J'étais là, on s'en fout, mais tant pis, c'est une API. Et pourquoi référentiel? Parce qu'il y avait l'objectif d'en faire API de référence pour tout, plus souvent pour les articles. C'était l'objectif de ce truc, c'était de devenir la nouvelle API Sud-Ouest. Parce qu'il y en a d'autres API Sud-Ouest dont je n'ai pas parlé, c'était vraiment aussi de dire voilà, ceci est la nouvelle API globale de Sud-Ouest que tout le monde doit taper. Vraiment pas fan, hein. Vraiment pas fan, mais parfois on perd. On ne gagne pas toutes ces batailles, il faut savoir les choisir. Parce que je crois que tu as levé la main. À part celle de l'environnement, est-ce que tu as un pass pour injecter, proposer des DD dans une équipe? Est-ce qu'il y a des choses de parcours C'est pas seulement proposer dans une équipe, c'est proposer n'importe quelle pratique, discuter des DD, etc. Après toutes ces années, j'ai toujours du mal maintenant à trouver une bonne réponse. Je dis toujours, maintenant j'ai juste commencé à dire, est-ce que l'équipe souffre? Et est-ce que dans une de ces souffrances, il y en a une où peut-être il semblerait que aller vers du DDD pourrait être une aide. Mais passer d'une app legacy ou pas DDD à une app DDD, c'est pas non plus une mince affaire. C'est inverser l'ordre des choses. C'est de plus partir de la technique pour éventuellement, si on a de la chance, avoir un peu de métier, ça va dire, ok, on fera le métier. Il y a plein de stratégies possibles, il n'y en a pas de magique, mais je partir d'une souffrance. Parce qu'une équipe à qui on dit faites du DDD maintenant, de toute façon, ce sera juste. Bon, ça va aller part, quoi, clairement. Mais surtout, l'équipe, c'est pas juste les devs, pardon, je finis. C'est aussi amener les experts métiers, etc. C'est pas pour toi, mais pour tout le monde. C'est amener les experts métiers avec dans l'aventure, en fait. Une équipe de dev qui dit je fais du DDD et qui n'appelle pas ses experts métiers, son PO ou whatever, ça sert à rien, vraiment. Je crois qu'il y a d'autres questions. Une live là, bon, on va essayer. Justement, concernant les équipes, je ne sais pas combien vous avez combien il y avait de tech, de dev, et après comment vous étiez organisé. Est-ce que vous organisez les équipes justement par dans le contexte, ou est-ce que... Non, enfin, effectivement, on pouvait organiser des équipes par le contexte, mais je suis sur le projet UFO, qui était son autre code, c'est beau. On n'était pas nombreux en fait. Au max du max, quand Julien et toi étiez encore là, on a dû être 5-6 devs à tout casser. Il n'y a pas besoin de beaucoup de devs pour faire des choses, c'est un truc qu'on essaie aussi de mettre à cœur. Si on était plus, j'aurais été séparé par mon contexte, c'est évident. En revanche, ce qu'on n'a pas fait, c'est se spécialiser. Enfin, on a essayé le moins possible de se spécialiser. Même si c'est pas toujours facile. C'est-à-dire que j'ai fait du React Native et j'ai fait du back. Du back, apparemment, personne n'en a fait d'autre. Je crois que j'ai fait fuir les gens. Je pense que c'est ça la conclusion. Je ne sais pas si ça répond à peu près dans l'ordre de grandeur. Mais c'est vrai que l'avantage de mon contexte, c'est de dire on pourrait mettre des équipes complètement séparées, du moment qu'elles savent quelle est leur zone de contact, on va dire, comment elles doivent communiquer et pourquoi. Mais du coup, ça veut dire qu'il faudra attendre. Je conseillerais toujours de partir à une toute petite équipe, le temps de creuser les données du contexte et voir si on a l'air de bien s'achalander, enfin de bien s'imbriquer. Et une fois qu'on a ce cœur-là et qu'il a l'air à peu près stable, là, commencer à le grossir et diviser. Parce que si on divise tout de suite et qu'on se rend compte qu'on s'est trompé, très compliqué. Il y avait une autre question, je crois, ou alors j'ai répondu sans faire exprès. Non, peut-être. Vous voulez tous aller à la pause, c'est ça, vous ne pouvez plus. Allez, dans la paix du Christ.